c'est Manoir Tistlewood, le fiasco de la poupée, un mystère cosy d'Elisa Montagu, tome 7, écrit par Fiona Grace, lu par Audrey. Chapitre 1. Bam! Le son de la batte en bois de saule frappant la balle en cuir résonna dans l'air. Peu après, des applaudissements discrets s'élevèrent de la foule réunie autour du terrain de cricket. Elisa Montagu se joignit aux clameurs, glissant la laisse de son chien, Scout, autour de son poignet pour taper des mains avec un enthousiasme fin. « Avez-vous vu cette rotation du poignet ? Quel lancer !» commenta l'homme assis à côté d'elle sur la petite tribune en bois. « Absolument !» répondit Elisa avec un sourire de circonstance. Le terrain de cricket était idéalement situé sur une parcelle plane et soignée face à la place du village, non loin de sa résidence familiale, le manoir Tistlewood. D'un côté s'étendait un champ d'orge nimbé par les rayons dorés soleil matinal. De l'autre se trouvait le pittoresque pavillon de cricket, dont les planches blanches contrastaient avec la ferronnerie raffinée. Au-delà, le village se nichait au pied d'une colline boisée. Le cadre était magnifique, paisible, bucolique, et la scène tellement incroyablement ennuyeuse. Assise dans la tribune, Elisa s'efforçait de ne pas s'agiter nerveusement. Elle retint un bâillement lorsque l'homme responsable de l'actualisation des scores inscrivait de nouveaux chiffres sur le tableau. Les joueurs se préparaient, le batteur ajustait sa position. Puis le lanceur banda ses muscles avant d'émerger sur le terrain pour propulser la balle en direction du batteur. Tout le monde observait ce spectacle comme s'ils étaient réellement captivés et enthousiasmés. Elle ne parvenait tout simplement pas à comprendre cet engouement. Bam! Les applaudissements retentirent poliment. « Eh bien, c'était une sacrée cognée !» s'exclama l'homme à gauche d'Elisa. « Un balai impeccable, presque parfait, mais trop bien placé pour ça. »« Tout à fait, une démonstration de talent exceptionnel », acquiesça-t-elle, sans avoir la moindre idée de ce que signifiaient ces termes techniques. Les subtilités du jeu, bien que fascinantes pour les passionnés, lui échappaient totalement. Ce n'était pas faute d'avoir essayé. Elle avait tenté de comprendre, mais elle ne voyait vraiment pas l'intérêt. La seule raison de sa présence était que le manoir Tistlewood participait à l'organisation du tournoi de cricket du village. Cela signifiait que chaque année, Elisa, ainsi que ses frères Cédric et Melville, étaient censés assister aux performances sportives et se mêler aux équipes et aux spectateurs. Elisa n'était pas du genre à accepter de faire quelque chose uniquement parce que c'était attendu d'elle, surtout lorsque le jeu en question était chargé des connotations de la haute société qu'elle méprisait. La seule raison pour laquelle elle s'y montrait, à contre-cœur, était l'affection particulière de son père pour ce sport. Il lui avait demandé si elle serait présente lors du tournoi. Quand elle avait plissé les yeux, il lui avait chuchoté que ce jeu l'assommait autant qu'elle, mais qu'il s'agissait d'un excellent lieu pour nouer des liens avec la communauté locale à des fins professionnelles. Elisa avait compris que la nécessité de parler aux clients, actuels et potentiels, de chercher des opportunités commerciales et de côtoyer ses semblables avec grâce et affabilité, surpassait son aversion personnelle pour un sport qu'elle jugeait non seulement d'un ennui mortel, mais qui accentuait également la fracture sociale. Il suffisait de voir des joueurs de la haute société, un public de la haute société. Où était la classe moyenne? Où étaient en tous les domestiques qui auraient dû pouvoir participer et devenir de fiers membres de l'équipe? L'année 1928 avait débuté. Que diable! Pourquoi le cricket semblait-il toujours ancré au XIXe siècle, comme s'il s'entêtait à incarner les temps anciens? Elisa bouillait intérieurement en entendant les accents guindés et les tirades ponctuées de « cher ami » et de « m'est avis que ». Elle devrait en toucher un mot à M. Benson, l'entraîneur de l'équipe du village. Peut-être suffirait-il de lui ouvrir les yeux sur les possibilités que fourniraient de talentueux nouveaux joueurs pour son équipe. Bien que la complexité du système de points au cricket demeurât en grande partie un mystère pour elle, elle n'ignorait pas que son équipe avait déjà perdu 3 matchs consécutifs cette saison. Il était inutile de critiquer un état de fait si l'on n'était pas prêt à impulser le changement, reconnut-elle. Convaincre M. Benson serait peut-être un projet qu'elle pourrait entreprendre une fois cette compétition de cricket terminée. Soulagée d'être en mesure d'échapper à l'action, ou plutôt à l'ennuyeuse absence d'action, Elisa se dirigea vers le pavillon, ajustant le chapeau bleu qui coiffait ses boucles dorées et la protégeait du soleil, assorti à la couleur de ses yeux. Docile, Scout la suivait en agitant joyeusement la queue alors qu'il s'imprégnait de toutes les odeurs alentour. La tradition voulait que Tistlewood fournît tous les rafraîchissements pour le tournoi de cricket, responsabilité assumée par le chef René en personne, un cuisinier d'exception qui régnait sur les papilles de Tistlewood. Elle ne doutait donc à aucun moment de leur qualité. Pour preuve, le regard d'Elisa se posa sur la sélection de mets exquis qu'on disposait en cet instant sur les tables,
ainsi que sur celui des boissons qui suscitait déjà l'intérêt. Elle choisit de s'y diriger, persuadée que savourer des encas de petit déjeuner préparés par René dissiperait la lassitude que la partie de cricket avait éveillée en elle. Peut-être y trouverait-elle même une opportunité propice aux échanges avec leur clientèle. Elle prit la direction du pavillon. À son entrée, des exemplaires de Le Cricketeur, journal hebdomadaire monochrome de référence pour tout amateur de cricket, trônèrent sur une table bien en vue. Bien que vendu 6 pence l'unité, Lord Montagu en avait généreusement acquis un bon nombre pour les offrir aux convives de cet événement d'exception. Un rapide coup d'œil au titre lui tira un soupir d'exaspération. Il y avait un article traitant de la maîtrise de la batte par un certain lord, et un autre sur l'art et la manière d'entraîner les joueurs de cricket dans les grandes écoles. Même l'article sur la culture des oranges en Afrique du Sud qui sortait du lot, elle ignorait complètement comment il avait atterri dans cette publication, ne diminuait en rien son agacement face au caractère élitiste du sport. Apercevant le chef René, vêtu de sa tenue immaculée, affairé à disposer des plateaux de mets à l'intérieur du pavillon, elle s'avança. Élisa n'avait pas pris de petit déjeuner. Après sa course matinale, elle avait enfilé une jupe couleur pêche et un chemisier à motifs floraux, puis s'était hâtée vers le terrain de cricket. « Belle journée, n'est-ce pas, mademoiselle ?» lança René. Il leva les yeux et cessa un instant d'arranger les carrés feuilletés garnis d'épinards crémeux à la croûte dorée parfaite. À côté, un autre plateau dévoilait des prunes enveloppées dans du bacon, l'une des collations préférées d'Élisa. Le bacon croustillant et salé se mariait merveilleusement avec la prune sucrée. Il croisa son regard et lui adressa un clin d'œil complice. René connaissait son avis sur les événements liés au cricket. « Il s'agit en effet d'une splendide matinée estivale, » répondit Élisa sur un ton faussement enjoué. « Assurément le moment idéal pour une sieste paisible au soleil. C'est ce que tout le monde fait ici, n'est-ce pas ?» Elle balaya la foule du regard. Elle attendait l'arrivée de ses frères aînés, Cédric et Melville, dont la venue lui permettrait de s'éclipser. Cependant pour l'heure, aucun signe d'eux. Un sourire malicieux ourla les lèvres de René. Il n'était pas dupe de sa morosité. « Ah, l'ennui, cette émotion qui vous sied si peu, peut-être qu'un fruit égayerait toute cette monotonie. » Il lui tendit alors une assiette composée de brochettes de fraises et de melons, agrémentée de feuilles de menthe fraîches et saupoudrée d'un voile de sucre. Élisa saisit une brochette et la croqua avec délectation, savourant l'arôme vif de la menthe qui contrastait agréablement avec le croquant sucré et la texture juteuse des fruits parfaitement mûrs. Elle feignit de ne pas voir René lancer en douce une prune enrobée de bacon à Scout, qui l'attrapa en plein vol. Sa queue battait encore plus joyeusement. Scout passait une journée mémorable. Contrairement à sa maîtresse, il semblait adorer le cricket et toutes les petites attentions qui l'accompagnaient. Le tintement des verres à la table voisine indiquait que nombre de spectateurs ressentaient déjà le besoin de se rafraîchir avec une coupe de champagne, un verre de liqueur Pimm's ou encore un jus d'orange pressé pour ceux qui préféraient les boissons sans alcool. Tout en savourant sa brochette de fruits, Élisa s'éloigna légèrement du buffet pour laisser la place aux autres convives. Elle tendit l'oreille, un peu incertaine. Le moment était-il venu de se mêler à eux et de prendre part aux conversations ? Parmi les bavardages habituels concernant le lancer et la frappe, le joueur qui serait susceptible de réaliser un coup de chapeau, celui qui jouait en position demi-fermée et celui qui était posté à gauche, les bribes d'une conversation attirèrent sans tard son attention. Une dame, au timbre si aigu qu'Élisa ne pouvait l'ignorer, s'adressait à son compagnon et, de fait, à quiconque était à portée de voix. Je crois comprendre que sa décision de vendre est très soudaine. Le domaine est tellement délabré qu'on dirait presque une jungle. Le premier acquéreur réalisera l'affaire du siècle. Cela ne devrait pas tarder. L'affaire du siècle, à quelle propriété cette personne faisait-elle allusion ? La curiosité piquée au vif, Élisa se rapprocha discrètement, espérant en apprendre davantage. Voilà une conversation qui justifiait sa venue, avec une opportunité commerciale prometteuse, mais elle pressentait déjà que l'affaire du siècle se transformerait probablement en une lutte pour l'acquisition d'une propriété convoitée. Chapitre 2. Alors qu'elle s'approchait du couple élégamment vêtu, Élisa espérait obtenir plus d'informations sur cette offre intrigante. De leurs alliances assorties, elle déduisit qu'ils devaient être mari et femme, probablement dans la cinquantaine. La dame, au physique potelé, avait le visage couperosé, tandis que son époux était mince et charmant. Tous deux portèrent des écharpes jaunes et vertes, en signe de soutien aux couleurs de l'équipe du village. Même de face, elle ne les reconnaissait pas du tout. Ils lui étaient tout à fait inconnus, mais vu l'aisance avec laquelle ils sirotaient leur verre de Pimm's garni de fruits, assis sur l'un des bancs rembourrés,
Ils devaient être des habitués de l'événement. Après tout, c'était elle qui avait délaissé le beau monde pendant des années en vivant à Londres. Elle était surprise de voir combien de visages nouveaux avaient été attirés dans l'orbite de Thistlewood durant cette période. L'aristocrate aux cheveux grisonnants coiffés avec élégance portait un chapeau si imposant que son mari devait se pencher en arrière pour éviter de heurter son rebord. Peut-être s'éloignait-il également pour mettre un peu de distance entre ses oreilles et la voix particulièrement perçante de sa femme. « Quel dommage » murmurait-elle. « Pauvres enfants, il me semble que George n'est jamais vraiment redevenu lui-même après la guerre, et puis bien sûr, Frances s'est fiancée à ce merveilleux jeune homme malheureusement décédé dans un accident de cheval. » Elisa décida qu'il était temps de s'immiscer dans cette conversation sans révéler l'étendue de son ignorance. L'expérience lui avait enseigné qu'il était toujours plus sage de feindre d'en savoir un peu, mais pas trop. Et c'était l'équilibre qu'elle visait. « Bonjour, je suis Elisa Montagu », s'exclama-t-elle avec entrain. À l'évocation de son patronyme fort reconnu dans la haute société, les yeux de ses interlocuteurs s'illuminèrent. Si cette notoriété lui ouvrait souvent des portes, elle ressentait parfois une pointe d'irritation face à l'importance démesurée accordée à un simple nom. Cependant, les convenances exigeaient qu'elle se présentât de la sorte. « Oh, mademoiselle Montagu, je croise régulièrement votre mère en ville lors de mes déjeuners. » roucoula la dame. « Nous sommes madame et monsieur Bollingsworth. Je suis sûre qu'elle nous a mentionnés. » « Absolument, » enchaîna Elisa, même si ce nom ne lui disait absolument rien. Après tout, il serait surpris de savoir à quel point elle faisait peu cas des anecdotes mondaines de sa mère. « Ravi de vous rencontrer en personne. Êtes-vous des habitués des matchs de cricket ? Nous n'en ratons pas un, et ce depuis des années. Quel jeu splendide! Mais c'est à vie que ce terrain compte parmi les plus charmants de toute la région. Et que dire des collations et des boissons servies, sinon qu'elles sont exquises ? C'est bien vrai, confirma son mari, glissant 3 petits mots dans la conversation. Nous sommes naturellement enchantés d'organiser un événement qui apporte autant de joie, déclara Elisa. Mais il me semble vous avoir entendu parler de certaines difficultés rencontrées par George et Frances. Elle cherchait un moyen d'entrer dans le vif du sujet. Les connaissez-vous ? S'enquit Madame Bollingsworth. Sans attendre de réponse, elle ajouta « Oui, c'est une bien triste histoire. Ils nourrissèrent l'espoir, peut-être vain, de sauver leur superbe domaine. Mais cela semble désormais improbable. Leur hésitation a peut-être trop duré, et maintenant, le manoir se délabre. Une fois qu'un tel endroit commence à décliner, le restaurer devient un défi colossal. Et cela dure depuis une éternité. » « Sans doute presque une décennie, » intervint son mari, réussissant à se faire entendre, malgré les tendances, au monologue de sa femme. « Cette demeure dont vous parlez est-elle située non loin d'ici ?» demanda délicatement Elisa, soucieuse de ne pas trop montrer son ignorance sur le sujet. Après tout, les desseins de ce couple demeuraient un mystère, et elle préférait en savoir plus avant de trop se dévoiler. Hilary acquiesça. « En effet, vous devez sûrement connaître le manoir Larkspur. » D'un geste gracieux, elle indiqua une direction vers le nord. « Par là. »« Oui, je connais ce lieu. » Effectivement, Elisa se rappelait avoir aperçu le nom sur des cartes de la région. Le manoir Larkspur, vaste et majestueux, s'étalait sur plusieurs centaines d'hectares. Et si sa mémoire était bonne, il partageait même une minuscule lisière forestière avec Thistlewood. « Ces circonstances sont bien tristes, » murmura-t-elle, envahie par la mélancolie. Elle se sentait à la fois peinée et un peu coupable d'apprendre que des voisins traversaient avec des épreuves si ardues. Dans de tels domaines, si vastes et si éloignés les uns des autres, les nouvelles mettèrent du temps à circuler. Paradoxalement, les serviteurs, discrets mais toujours à l'écoute, étaient souvent les mieux informés, échangeant plus volontiers que leurs maîtres lors de leurs rares moments de liberté. Elle supposait qu'une propriété en déclin devait compter moins de ses précieux auxiliaires, accentuant ainsi son isolement. La semaine dernière, je m'y suis rendue pour voir un de leurs chevaux. Ils vendent ce qui leur reste. Et j'ai été sidérée par l'état du domaine. Cela nous rappelle combien il est crucial de ne rien négliger en matière d'entretien, dit-elle avec gravité. Une fois qu'on se laisse aller, c'est terminé. Voir le manoir de Larkspur dans cet état m'a fait prendre conscience qu'il nous fallait réparer le toit de notre jardin d'hiver cet été, et ne pas oublier cette partie de la pelouse au sud que la forêt commence à l'envahir. Elle lança un regard appuyé à son mari. Ce dernier eut à peine le temps de hocher la tête que Madame Bollingsworth reprenait. « D'ailleurs, j'ai entendu dire hier par le valet qui est allé récupérer notre cheval que la vieille demeure a été finalement mise en vente et à un prix dérisoire. Ils souhaitent récupérer la somme nécessaire pour vivre à leur aise, bien que sans autant d'apparat, loin des tracas d'un grand domaine qui requiert un travail titanesque, n'est-ce pas Henri ?» Ce dernier acquiesça à nouveau. Elisa, quant à elle, ne souhaitait pas s'immiscer davantage dans le monologue de Hilary.
Elle disposait de toutes les informations dont elle avait besoin. La perspective d'un domaine qui jouxtait Thistlewood la galvanisait encore plus. Un tel achat leur offrirait la possibilité d'étendre leurs terres et d'ouvrir de nouveaux horizons agricoles, jusqu'alors limités par l'espace. L'enthousiasme la gagnait à l'idée d'acquérir des terres supplémentaires. Une superficie plus grande justifiait d'explorer de nouvelles opportunités. Elisa était consciente que le secteur agricole connaissait actuellement des temps difficiles, sans doute l'une des raisons des déboires du manoir Larkspur. Cependant, son père lui avait confié, ainsi que d'autres sources, que le gouvernement envisageait de nouvelles mesures pour intervenir et revitaliser le secteur avec des lois qui soutiendraient plusieurs cultures. Certes, les rouages administratifs n'étaient pas rapides et les avantages ne se concrétiseraient pas tout de suite. Mais il fallait agir dès à présent. C'était le moment propice pour investir en vue d'une future reprise d'activité. Les Montagu, avec leurs terres actuelles, ne disposaient pas de l'espace nécessaire pour profiter pleinement des éventuels bienfaits de ces réformes si elles avaient bien lieu, estimait Elisa. Après l'expansion, ils seraient en bien meilleure posture. Et si, par malheur, les nouvelles directives officielles n'étaient pas à la hauteur de leurs espérances, la proximité du village voisin et de Winchester leur offrirait l'option de morceler la terre et de revendre une partie du domaine à bon prix. Étrangement, Elisa se retrouvait à vibrer d'excitation, bien plus qu'elle n'eût jamais imaginé lors d'un simple tournoi de cricket. « Ravie de vous avoir rencontré », lança-t-elle à ses interlocuteurs. « Je viens de repérer mes frères, que je souhaite saluer. Profitez bien de votre journée. » Mais Elisa ne fit qu'adresser un bref signe de tête à Cédric, déjà en pleine conversation avec un propriétaire terrien, et à Melville, qui se dirigeait d'un pas décidé vers le pavillon des boissons. Elle savait qu'il ne tarderait pas à y prendre ses aises, bien avant que le soleil fût à son zénith. Elle était maintenant pressée de retrouver une autre personne. Son père devait être mis au courant, et quoi qu'il en coûtât, Elisa était déterminée à le convaincre de faire une offre sur le manoir. C'était une affaire urgente. Les nouvelles allaient vite, et l'opportunité d'acheter un domaine à un prix dérisoire susciterait de nombreuses convoitises. En devenir les nouveaux propriétaires ne serait pas une mince affaire. Obtenir la bénédiction de son père n'était que la première étape d'une bataille qui s'annonçait acharnée. Puisque les vendeurs vulnérables se retrouvaient en position de faiblesse, les vautours ne tarderaient pas à se battre becs et ongles, et connaissant la société dans laquelle elle évoluait, ils seraient nombreux, prêts à en découdre. Elisa n'avait aucun doute. Si elle se lançait dans cette acquisition, elle devrait se préparer à se confronter aux plus vicieux d'entre eux. Chapitre 3. Puis-je vous dire un mot, rapidement ? Elisa se précipita vers son père, réalisant qu'elle était revenue au manoir tout juste à temps. Son père, coiffé de son panama et vêtu d'une veste blanche en lin, était déjà assis à côté de sa mère à l'arrière de la Rolls-Royce Phantom de Bordeaux, sa voiture préférée. Sa mère, confortablement installée sur la banquette molletonnée, jeta un regard curieux à Elisa sous le rebord de son grand chapeau rose. « De quoi s'agit-il ? On dirait que tu as couru depuis le terrain de cricket. Pourquoi ne nous as-tu pas attendus là-bas » En effet, elle avait trottiné sur tout le chemin ou presque, consciente de l'urgence de la situation et de la nécessité d'agir au plus vite. En réalité, elle regrettait de ne pas s'être rendue à l'événement en voiture, car elle avait saisi l'occasion de promener Scout, qui l'avait joyeusement accompagnée sur le chemin du retour, ravie par leur rythme effréné. « Naturellement, à quel sujet ?» demanda son père. Elisa hésita. « Pourrions-nous parler à l'intérieur ?» Ce n'était pas qu'elle ne souhaita pas aborder le sujet en présence de sa mère. C'est que, elle préférait éviter les interventions et les promptes critiques de cette dernière, si elle était honnête. « Je reviens tout de suite », annonça Lord Montagu à son épouse. Puis il ajouta à l'attention du chauffeur. « Stevenson, je ne tarderai pas. » Pour le plus grand soulagement d'Elisa et à la visible irritation de la matriarche, il sortit de la voiture et se dirigea vers le manoir dans le sillage de sa fille. Parkins, le majordome, qui venait d'escorter les Montagu et se trouvait encore dans le couloir, fit un pas de côté, surpris de voir son maître revenir si précipitamment. Elisa eut juste le temps d'adresser un sourire furtif à Parkins, et elle fut ravie que le responsable du personnel, habituellement si sérieux et réservé, le lui rendit, bien qu'il ne s'agît que d'un rictus éphémère. Elle se rendit dans le salon, dans cette pièce fraîche et paisible, embaumée par l'odeur de la cire à bois et du pot pourri qui chatouillait les narines. Elle espérait pouvoir présenter son argumentaire de manière à ce que son père comprît le potentiel d'une telle acquisition. Ils ne s'assirent même pas. En effet, il leur aurait semblé déplacé de prendre place dans un fauteuil pendant que Lady Montagu attendait dehors, dans la voiture. Elisa resta debout, et Scout, qui haletait joyeusement, s'arrêta à ses côtés. « Je viens d'apprendre que le manoir de Larkspur est à vendre.
expliqua-t-elle. Son père la dévisagea avec surprise. Larkspur, il appartenait à George et Frances Thomas après la mort de leur père, si je ne m'abuse. C'est exact, confirma Eliza. J'essaie de me souvenir des détails. C'était il y a 1 an ou 2, il me semble. Ils envisagèrent de lancer une sorte d'entreprise, si je me rappelle bien, pour remettre le domaine à flot. Je suppose que cela n'a pas abouti ? En effet, ils ont dû échouer, murmura-t-elle. Apparemment, la propriété est en très mauvais état, ce qui abaisse le prix de vente de façon significative. Même si le domaine est en vente, tu ne considères pas sérieusement de l'acheter ? Que gagnerions-nous à acquérir une propriété dans un tel état ? Cela ne deviendrait rien d'autre qu'un fardeau pour nous. Je n'en crois rien, insista Eliza. J'estime qu'acquérir un terrain jouxtant le nôtre, à bon prix, serait un investissement extrêmement avisé. Pourquoi ? S'enquit-il, toujours pas convaincu. Espérant que la logique de son argumentation et le fourmillement de possibilités le persuaderaient, elle poursuivit. Nous possédons une immense demeure, mais nous manquons de terrain, toute proportion gardée. Acheter un domaine voisin nous assurerait l'accès à une terre facilement accessible, bien plus étendue que celle dont nous disposons. Cela nous permettrait d'agrandir notre exploitation agricole de la manière la plus prometteuse possible. Nous pourrions cultiver à plus grande échelle, agrandir nos troupeaux, augmentant ainsi l'autonomie de notre domaine. Nous pourrions nous lancer dans des cultures commerciales comme celle de la betterave à sucre, tout en augmentant la densité de notre troupeau de vaches laitières. Dans un second temps, nous pourrions également envisager de morceler une partie du terrain pour le vendre. Nous disposerions de nombreuses options pour développer notre activité. Mais les coûts de rénovation pourraient bien dépasser les bénéfices futurs, rétorqua son père, encore perplexe. Je suppose qu'il faudrait commencer par aller voir dans quel état se trouve le manoir. Je pense en effet que c'est nécessairement la première étape. Ces mots encouragèrent Eliza. Enfin, elle sentait que son père se rapprochait d'un « oui » après un « peut-être » persistant. Nous devrions sans doute faire une offre rapidement. Si les conditions sont réunies, puis-je compter sur votre accord dans ce sens ? Demanda-t-elle. Elle pensait à nouveau aux vautours et aux quidams prêts à profiter de la misère des autres, forçant les propriétaires appauvris à vendre au prix le plus bas. Oui, tu as ma bénédiction, à condition que l'offre soit raisonnable. Il hésita. Il reste un détail qui me préoccupe, Eliza. Quoi donc ? Elle le fixa, soudain inquiète. Qu'allait-il dire ? Elle désirait plus que tout qu'il eût confiance en ses compétences et qu'il ne doutât pas d'elle. Il fronça légèrement les sourcils, accentuant l'anxiété qui assombrissait son humeur. Ce n'est pas une question de compétence, mais même si tu t'y connais en affaires, je ne suis pas sûre que tu puisses évaluer l'état d'une demeure, déclara son père. Les problèmes structurels sont primordiaux. Ils influenceront considérablement le coût de la rénovation d'une telle bâtisse. Eliza acquiesça. Elle devait admettre que les subtilités de la charpenterie dépassaient largement son domaine d'expertise. Elle se savait douée pour les chiffres, mais elle ne serait pas en mesure de déterminer si un toit devait être remplacé ou simplement réparé, ce qui pourrait représenter une différence de milliers de livres dans les coûts, surtout pour un domaine aussi vaste. Accepteriez-vous de m'accompagner pour y jeter un coup d'œil ? S'enquit-elle. Il secoua la tête. Pas pendant le tournoi de cricket. Je suis attente au pavillon principal toute la journée pour accueillir nos invités. Je pourrais venir à la fin des matchs, mais ce ne sera que dans quelques jours, ce qui pourrait être trop tard s'ils souhaitent te conclure la vente rapidement. Il fronça les sourcils, songeur. Cédric devrait t'accompagner. Il est au cricket en ce moment, n'est-ce pas ? Je peux le trouver et lui demander de revenir immédiatement. L'idée semblait bonne à Eliza, mais elle avait également des réserves. Sans vouloir dénigrer son frère, elle exprima ses doutes. « Je suis d'accord, il serait judicieux que nous y allions tous les deux. Mais comme vous le savez, Cédric peut parfois agir impulsivement quand il s'agit de l'entreprise familiale. » Elle détestait s'exprimer ainsi au sujet de son frère, mais elle ne pouvait ignorer le fait qu'en matière d'affaires, il laissait parfois ses émotions prendre le dessus sur le bon sens. Elle se souvenait encore avec effroi de la fois où Melville et lui avaient-ils failli saboter une transaction en proposant un prix bien trop élevé au début d'une négociation. Eliza voulait à tout prix éviter que Cédric se laissât emporter par ses sentiments, qu'un coup de cœur pour le domaine le convainquît d'oublier l'état de la toiture, ou vice-versa. « Peut-être devrions-nous également emmener une tierce personne, » proposa-t-elle. « Tu as raison, je pense qu'au moins 2 membres de la famille devraient en visiter le domaine, donc vous 2, mais nous aurions également besoin d'une autre personne, familiarisée avec les questions architecturales et à même d'être impartiale. Quelqu'un en qui nous avons pleine confiance. » Son père soupesa ce dilemme quelques instants supplémentaires, jetant un coup d'œil anxieux à sa montre de gousset, signe pour Eliza qu'il était conscient de l'impatience grandissante de sa mère, l'attendant dans la voiture. « J'ai une idée.
s'exclama-t-il soudainement, claquant des doigts, comme si l'inspiration venait de le frapper. Prends Oliver avec toi. Il a supervisé une importante réparation structurelle du manoir Fairfax il y a quelques années. Il sera bien informé sur les coûts et pourra aussi évaluer l'état de la propriété. Et il jouit de toute notre confiance. Son père sourit, satisfait d'avoir trouvé une solution aussi élégante à leurs difficultés. Maintenant, Eliza aurait souhaité que la conversation prît une autre tournure. Oliver, s'y rendre avec lui. C'est une excellente idée. Je vais lui demander s'il est disponible sur le champ, lança-t-elle, avec un enthousiasme fin qu'elle espérait que son père ne percerait pas. Elle allait devoir passer des heures en sa compagnie. Des heures de malaise, de doutes incessants, de maladresse inexplicable où elle perdrait ses mots et se lamenterait sur la disparition de leur complicité d'antan avant la décision qu'elle avait imposée, suite au concours hippique. Elle lui avait imposé un éloignement complet pendant 30 jours. Elle estimait qu'ils bénéficieraient tous les deux de recul, afin de s'assurer s'ils étaient vraiment prêts à transformer une idylle secrète en une cour amoureuse officiellement déclarée, avec toute la pression familiale que cela engendrerait. Mais elle n'avait pas le choix. Son père avait raison. Même si ce serait un véritable supplice pour elle, Oliver était la meilleure personne pour évaluer la situation. Bien sûr, à supposer qu'il acceptât de l'accompagner. Cela lui demanderait de consacrer un laps de temps considérable pour lui rendre service, et elle ignorait si c'était encore dans ses cordes. Elle supposait qu'en l'espace de quelques minutes, elle le découvrirait, peut-être à son grand dam. Chapitre 4. Consciente que le temps pressait désormais, Eliza demanda à un autre chauffeur de la famille de l'emmener au domaine Fairfax dans la Rolls-Royce Silver Ghost. Elle aurait préféré s'y rendre à pied, mais le trajet aurait pris 1 heure, même en empruntant les raccourcis à travers champs. Par ailleurs, si Oliver déclinait son invitation, elle devrait trouver une autre solution. S'il acceptait, ils devraient se rendre rapidement au domaine Larkspur. Même si Eliza se haïssait de songer en ces termes, elle reconnaissait l'importance d'arriver dans un véhicule de prestige, avec un chauffeur afin de soigner les apparences. Après tout, on ne savait jamais quels détails pourraient peser dans la décision du vendeur. Elle se devait d'être irréprochable. En franchissant le portail familier, alors que la voiture cahotait sur l'allée en gravier, une pensée traversa l'esprit d'Eliza. C'était la première fois qu'elle revenait depuis le jour où elle avait remis en cause sa relation avec Oliver et suggéré une pause d'1 mois pour peser le pour et le contre. À l'époque, elle pensait que c'était la meilleure chose à faire. Leur histoire d'amour, auparavant secrète, s'était ébruitée. Plus grave encore, sa mère en avait découvert l'existence. Ainsi, ils ne pouvaient guère plus continuer à se fréquenter librement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.